Et si le destin du Burkina Faso, et peut-être de tout le continent africain, reposait sur la survie d'un seul homme, poursuivi sans relâche, pourchassé à chaque instant, traqué jusque dans ses rêves? Imaginez un instant un président qui, en moins de 2 années, est devenu la cible la plus prisée d'Afrique, sinon du monde entier. Rien, dans son parcours, ne le prédestinait à ce rôle. Un jeune capitaine, inconnu du grand public, propulsé au sommet dans un pays miné par les complots et les trahisons. Pourtant, aujourd'hui, Ibrahim Traoré concentre sur lui la foudre de Washington, de Paris, des puissantes élites africaines, et même la suspicion glacée de ses voisins. Mais pourquoi cet homme? Pourquoi cette haine, cette peur, ce besoin de le faire disparaître à tout prix? Est-il une menace réelle, ou le miroir d'une révolution qui dérange bien au-delà de ses frontières? La vérité dérange toujours. Traoré n'est pas puni pour la tyrannie, mais pour son refus absolu de plier, pour une insoumission qui rappelle celle des grandes figures de l'histoire mondiale. On pense à Salvador Allende au Chili, à Patrice Lumumba au Congo, à Thomas Sankara lui-même, tous victimes de leur audace face à des intérêts supérieurs. Ce qui choque chez Traoré, c'est son refus de négocier la souveraineté du Burkina Faso, de se plier aux ordres discrets des maîtres de l'ombre qui manipulent l'Afrique depuis des décennies, arpentant les couloirs feutrés des ambassades et dictant, de loin, la partition des chefs d'État. Jamais, dans l'histoire contemporaine du continent africain, un chef d'État n'a survécu à plus de 15 tentatives d'assassinat en moins de 2 années. Ce chiffre, écrit en toutes lettres, est vertigineux. Il n'a rien d'anecdotique. Il dévoile la brutalité d'un système mondial prêt à tout pour abattre celui qui ose briser le silence, sortir du rang et incarner une révolution de l'intérieur. Imaginez, chaque mois, chaque semaine, parfois chaque jour, vivre sous le poids de la menace, changer de véhicule, de résidence, surveiller chaque visage dans son entourage, ne jamais dormir 2 nuits de suite au même endroit. C'est le quotidien d'Ibrahim Traoré, un homme qui, à l'instar de Che Guevara dans les montagnes boliviennes ou de Nelson Mandela dans les geôles sud-africaines, a fait de la résistance un mode de vie. En brisant les tabous, Traoré défie les lobbies internationaux et bouleverse des rapports de force installés depuis des générations. Son crime ultime? Se libérer des empires, rallumer la flamme du patriotisme et remettre le pouvoir entre les mains du peuple burkinabé. Ici, il ne s'agit plus d'un simple combat politique, mais d'une guerre totale où l'indépendance authentique est l'ennemi à abattre. Cette situation rappelle la lutte de Gamal Abdel Nasser en Égypte, confronté à la triple agression de 1956 pour avoir nationalisé le canal de Suez. Refuser la soumission, c'est toujours s'exposer à la tempête. En Occident, les médias le dépeignent comme un putschiste fanatique, un nouveau dictateur né de la poussière du Sahel. Mais pour des millions d'Africains, il incarne l'espoir d'un continent enfin maître de son destin, capable de se réapproprier son histoire, ses ressources, sa voix. Refuser de voir cette histoire, c'est risquer d'être dupe, de perdre sa voix et de manquer un moment décisif, comme tant de peuples avant eux ont manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, la survie de Traoré n'est plus une affaire individuelle. Elle symbolise la volonté d'un continent prêt à briser ses chaînes, à condition de saisir ce qui se joue réellement dans l'ombre. Le Burkina Faso vit sous tension permanente. Chaque citoyenne et chaque citoyen devient, à travers lui, la cible d'intérêts qui dépassent toutes les frontières. Les frontières du Burkina Faso, jadis tracées au compas par des colonisateurs, deviennent aujourd'hui les lignes de front d'une guerre hybride, où l'arme économique, politique et médiatique compte autant que la puissance militaire. Pour comprendre d'où vient ce choc et pourquoi il attire tant de passion, il faut s'enfoncer au cœur du système Traoré. C'est là, dans les racines de son parcours et les fractures de la société burkinabé, que l'histoire commence véritablement. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? Et comment a-t-il forgé ce destin hors du commun? Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut revenir à ses origines, là où tout a basculé, où l'histoire personnelle rencontre la grande histoire. Imaginons la scène. Un jeune officier, formé dans les académies militaires du pays, témoin des compromissions, des trafics, du pillage organisé des ressources nationales.
Il voit ses concitoyens sombrer dans la misère, tandis que des élites s'enrichissent à l'ombre des contrats miniers signés à Ouagadougou, Paris ou Toronto. Comment un jeune capitaine est-il passé de l'anonymat à figure centrale de la résistance anti-impérialiste en Afrique? L'ascension fulgurante d'Ibrahim Traoré commence dans un système verrouillé, où chaque dirigeant devait obéir à un scénario dicté par des puissances étrangères et leurs relais locaux. Pourtant, Traoré a fait voler en éclats cet ordre établi, refusant de céder devant les pressions extérieures et les réseaux mafieux enracinés dans l'appareil d'État. Il a observé, appris, patienté, jusqu'au jour où la lassitude du peuple a rencontré son courage. Ce refus absolu a fait de lui la cible numéro 1. Les chancelleries occidentales le scrutent, tandis qu'une élite locale, nourrie de dépendance et de corruption, voit en lui une menace directe à ses privilèges. Dès son arrivée, Traoré ne propose pas une simple alternance, il impose une révolution idéologique. Il ne se contente pas de changer les têtes, il déracine les mécanismes profonds de la domination, allant jusqu'à remettre en cause le rôle de la langue, de l'éducation, du système judiciaire. Sur la scène internationale, son intervention au sommet Russie-Afrique a eu l'effet d'un séisme. En quelques phrases, il a allumé l'espoir panafricain tout en semant la panique à Paris et à Washington. D'un geste, d'un mot, il est devenu le symbole d'un continent en quête de souveraineté. On se souvient de la stupeur dans les chancelleries quand il a refusé de signer les accords de coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale, ou quand il a demandé publiquement la fermeture de bases étrangères sur son sol. Ce geste rappelle la décision de Kwame Nkrumah, au Ghana, de s'affranchir du Commonwealth pour bâtir une Afrique unie. Mais cette audace a un prix. Jamais le Burkina Faso n'a connu, en moins de 2 années, autant de tentatives de coup d'État aussi rapprochées, sophistiquées et dangereuses. Peu de dirigeants africains ont survécu à autant d'assauts physiques ou politiques en si peu de temps. Chaque mois, de nouvelles manœuvres, des alliances de l'ombre et des trahisons, scellent l'ampleur de la menace qui pèse sur lui et sur son projet. Il faut se souvenir que même Mobutu Sese Seko, en République démocratique du Congo, malgré son règne de fer, n'a pas été confronté à une telle fréquence de tentatives d'assassinat en un laps de temps aussi court. Traoré dérange parce qu'il refuse de négocier son indépendance. Il expose le pacte secret entre élites locales et intérêts étrangers, un pacte qui a condamné les peuples à la pauvreté et à la résignation. Ignorer ce contexte, c'est avaler la version officielle qui diabolise toute volonté de rupture et criminalise l'espoir africain. Au fil des décennies, combien de leaders africains ont payé de leur vie ou de leur exil ce refus de soumission? De Sékou Touré en Guinée à Jerry Rawlings au Ghana, la liste est longue. Pour le peuple burkinabé et pour toute l'Afrique, la question n'est plus de savoir si Traoré survivra à la prochaine attaque, mais si cette fenêtre historique de révolution idéologique peut résister à la violence conjuguée des puissances mondiales et de leurs relais locaux. S'informer, c'est refuser la complicité passive, c'est défendre une voie africaine indépendante et préserver la chance d'un avenir souverain. C'est aussi se souvenir que chaque révolution, de la Révolution française à la Révolution russe, a été menacée par la contre-révolution, souvent venue de l'intérieur comme de l'extérieur. Cette révolution a un coût. Ce qui se joue désormais, c'est une guerre totale, visible et invisible, où la survie du leader, de sa vision et de tout un peuple dépend de stratégies inédites et d'une vigilance de tous les instants. Cette vigilance, c'est celle de la population, mais aussi celle de la diaspora, des alliés internationaux, des intellectuels et des artistes qui refusent de laisser l'histoire se répéter. Mais derrière le mythe, qui est vraiment Ibrahim Traoré? Pour comprendre ses choix radicaux, il faut revenir sur ses origines, son parcours et les premières fractures qui ont forgé sa détermination. Né dans une famille modeste, élevé dans le respect de la terre et du travail, il a grandi dans un Burkina Faso marqué par le souvenir de Thomas Sankara, assassiné pour avoir voulu une Afrique debout. Très jeune, il comprend que l'indépendance est un combat de chaque instant, que la liberté ne se transmet pas, mais se conquiert. Ce sont ces valeurs qui l'ont poussé à s'engager, d'abord discrètement, puis ouvertement, dans la lutte pour la souveraineté.
Qui orchestre réellement cette vague d'attaques contre Ibrahim Traoré? Qui, dans l'ombre, manipule les fils des coups d'État avortés et de la diabolisation médiatique internationale? La question hante chaque réunion du Conseil de sécurité, chaque conversation feutrée dans les couloirs du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'acteurs visibles, mais de réseaux opaques, de services de renseignement étrangers, de sociétés de mercenariat, de groupes mafieux installés depuis des années dans les circuits économiques et politiques du pays. Au Burkina Faso, la menace prend 1000 visages. Des réseaux locaux conspirent, épaulés par des acteurs étrangers, pour mettre sur pied des putschs, des tentatives d'assassinat, des sabotages ciblés. Ce n'est pas une fiction. C'est le quotidien d'un président qui s'est attiré l'hostilité croisée de plusieurs puissances. Le cas du colonel Barry Abdeleh, accusé de trahison alors qu'il occupait un poste stratégique, illustre la difficulté de distinguer l'ami de l'ennemi. Dans ce climat, chaque sourire peut cacher une lame, chaque poignée de main un piège. À chaque complot déjoué, les instigateurs s'évaporent, franchissant les frontières. La Côte d'Ivoire revient souvent dans les témoignages, soupçonnée d'abriter, parfois avec la complicité silencieuse de voisins, les cerveaux de la déstabilisation. Mais les ramifications dépassent le Sahel. Elles s'étendent jusqu'aux salons feutrés de Paris, aux couloirs obscurs de Washington. On se souvient du rôle trouble joué par la France lors des crises ivoiriennes et centrafricaines, ou des interventions américaines dans les coups d'État en Amérique latine. Pourtant, le péril le plus glaçant vient de l'intérieur. La loyauté, dans l'entourage de Traoré, n'est jamais acquise. L'affaire Barry Abdeleh, accusé de trahison au cœur même de la sécurité présidentielle, a jeté un froid. Ici, la confiance n'est pas un choix, c'est un risque qui menace de tout faire basculer. C'est une situation comparable à celle de la Révolution française, où Robespierre a été trahi par ceux qu'il croyait ses plus fidèles compagnons. Sur le front médiatique, la lutte est tout aussi brutale. Les grandes chaînes occidentales martèlent, à coups de reportages chocs, des accusations de détournement, voire de nettoyage ethnique. Le but? Retourner l'opinion, isoler Traoré, le peindre en tyran, alors qu'il représente pour beaucoup la seule alternative à la soumission éternelle. Ce procédé rappelle les campagnes contre Hugo Chavez au Venezuela ou Evo Morales en Bolivie, diabolisés pour avoir contesté l'ordre mondial. Mais si ces forces de déstabilisation triomphent, tout s'effondre. La révolution, la souveraineté, la richesse retrouvée, l'espoir panafricain. Tout cela s'évaporerait, ne laissant que le chaos et la reprise en main du pays par des intérêts extérieurs. On l'a vu en Libye après la chute de Mouammar Kadhafi. La victoire des complots extérieurs a plongé le pays dans une guerre civile sans fin, anéantissant tout espoir de stabilité. Voilà le véritable visage de la guerre menée contre Traoré. Une guerre sans uniforme, où chaque victoire de la subversion rapproche le pays d'un point de non-retour. Ici, la vigilance n'est pas de la paranoïa, mais le dernier rempart pour sauver le rêve révolutionnaire. Un rêve qui, s'il venait à s'éteindre, risquerait de condamner toute une génération à l'exil, à la misère, à la résignation. Mais derrière chaque complot déjoué, la pression ne faiblit jamais. De nouveaux dangers, plus insidieux encore, se préparent déjà dans l'ombre. Les tentatives n'ont cessé de se sophistiquer. Corruption de hauts gradés, infiltration des réseaux de communication, manipulation des mouvements sociaux. À chaque fois, il s'agit de frapper là où l'État semble le plus vulnérable, d'exploiter les divisions, de semer le doute. Et si la vraie force de Traoré ne résidait pas dans l'armée, mais dans un peuple éveillé, prêt à tout surveiller? Face à une menace diffuse, il ne s'appuie plus sur les vieilles recettes. Il déclenche une révolution sécuritaire où chaque détail compte, où la vigilance devient une arme collective et où la paranoïa est désormais synonyme de survie. On retrouve ici la logique de la vigilance révolutionnaire, prônée à Cuba après 1959, où chaque citoyen était invité à surveiller son quartier pour prévenir toute infiltration contre-révolutionnaire. Première étape. Refondre la garde présidentielle jusque dans ses fondations. Les recrutements par réseau ou ancienneté appartiennent au passé. Désormais, seuls les plus fidèles franchissent le seuil du cercle rapproché. Enquêtes intrusives, analyse de chaque relation, purge chirurgicale pour éradiquer la moindre faille.
La confiance se mérite, et le doute suffit à tout faire basculer. Cette stratégie rappelle le système mis en place par Fidel Castro pour survivre aux centaines de tentatives d'assassinat orchestrées contre lui. Mais la fidélité humaine n'est plus suffisante. Traoré parie sur la technologie. Toutes les communications du pouvoir passent par des canaux encryptés de dernière génération. La moindre fuite, la plus petite trahison, est détectée à la seconde. Chaque échange, chaque appel, chaque accès laisse une trace indélébile. La transparence règne au sommet. L'ombre pour l'ennemi. Cette modernisation s'inspire des pratiques de sécurité israéliennes, où la cyberdéfense et la surveillance électronique sont devenues la première ligne de protection des dirigeants. Le contre-espionnage, lui aussi, change d'envergure. Fini de ne surveiller que l'armée ou les ministères. Chaque échelon du pouvoir, civil comme militaire, est placé sous observation permanente. Des équipes spéciales infiltrent, écoutent, débusquent le moindre comportement suspect. Plus personne n'échappe à la suspicion, pas même les alliés de la première heure. L'histoire a montré que les coups d'État les plus efficaces venaient parfois de ceux que l'on croyait intouchables. L'exemple du général Sani Abacha au Nigeria ou du colonel Kadhafi en Libye en témoigne. Mais la rupture la plus spectaculaire se joue au sein du peuple. Les volontaires pour la défense de la patrie, autrefois supplétifs, deviennent une milice populaire à part entière. Armés, formés, intégrés à un vaste réseau de renseignements citoyens, ils veillent sur la révolution. Chacun observe, chacun alerte, chacun protège. Le peuple se mue en rempart invisible, partout à la fois. Cette stratégie s'inspire des comités de vigilance mis en place pendant la révolution algérienne, où chaque village participait à la sécurité collective. Pour aller plus loin, Traoré mise sur la surveillance biométrique de masse. Reconnaissance faciale, empreinte digitale, traçage des déplacements. Aucune menace, civile ou militaire, ne peut plus se faufiler dans les interstices. La sécurité devient totale. Chaque visage, chaque geste, chaque absence est passé au crible, recoupé, archivé. Cette évolution pose la question de la frontière entre protection et surveillance. L'exemple de la Chine, où la biométrie a permis de prévenir des attaques tout en restreignant les libertés individuelles, montre les dérives possibles. Mais cette stratégie a un coût. Où se trouve la frontière entre sécurité légitime et basculement vers un état de surveillance extrême? C'est une ligne ténue, sur laquelle Traoré avance sans retour possible. Car l'alternative, c'est l'effondrement du mouvement, l'effacement d'une chance unique pour le Burkina Faso et l'Afrique. L'histoire regorge d'exemples où la lutte pour la sécurité s'est transformée en dictature, mais aussi où l'absence de vigilance a conduit à la chute des révolutions. Mais tout ce dispositif peut-il suffire face à la nature insaisissable de l'ennemi? Le danger rôde, plus proche qu'on ne le croit. L'ennemi, ce n'est pas seulement l'homme armé ou le comploteur étranger, mais aussi la rumeur, la peur, la division. Les révolutions les plus brillantes ont souvent été vaincues par l'infiltration, la délation, le découragement. Face à la peur, que feriez-vous? Céder, fuir ou la retourner en arme de survie collective? Cette question ne concerne pas seulement Ibrahim Traoré, mais chaque citoyenne et chaque citoyen du Burkina Faso, ainsi que tous ceux de la diaspora qui scrutent les événements depuis l'étranger. C'est une question universelle, posée à tous les peuples qui ont un jour rêvé de liberté. En temps de révolution, la paranoïa et la méfiance ne sont pas des maladies. Elles deviennent des outils de résistance, forgés sous la pression de la trahison et du double jeu. Dans un système où la moindre faiblesse peut coûter la vie, la vigilance devient une seconde nature. On se souvient de la devise de la Révolution française, « Surveiller et punir », pour prévenir toute tentative de restauration de l'ordre ancien. Le fantôme de Thomas Sankara plane encore, rappelant à tous que le danger ne vient pas nécessairement de l'ennemi extérieur. Parfois, c'est l'ami, le camarade, celui qu'on croyait loyal, qui porte le coup fatal. La leçon est amère. L'oppression s'insinue souvent par le visage du familier, et le pouvoir attire les loups déguisés en agneaux. Les grandes trahisons de l'histoire, de Jules César à Julius Nyerere, rappellent que la confiance aveugle est un luxe que les révolutionnaires ne peuvent se permettre. Pour Traoré,
chaque couloir du palais abrite autant de menaces que la rue ou l'étranger. La conquête de la liberté appelle à se méfier des alliances trop faciles, à sonder les silences, à reconnaître les masques. C'est une guerre des nerfs autant que des armes. Le moindre faux pas peut coûter la vie, comme ce fut le cas pour Patrice Lumumba, livré à ses bourreaux par des complices internes. Mais au XXIe siècle, la balle n'est plus le seul péril. La désinformation est devenue une arme de destruction massive. Elle infiltre les esprits, tord la réalité et renverse des gouvernements sans un seul coup de feu. Cette guerre silencieuse est menée par des intérêts qui préfèrent manipuler dans l'ombre plutôt qu'affronter à visage découvert. Les fake news, les vidéos truquées, les campagnes de rumeurs sur les réseaux sociaux sont devenues des armes aussi redoutables que les chars ou les drones. Ignorer la puissance de la désinformation, c'est accepter d'être utilisé. C'est offrir ses opinions, sa colère, voire ses rêves, à ceux qui n'ont pour but que de préserver leur domination. Dans ce labyrinthe de mensonges, l'information juste devient une question de vie ou de mort politique. L'exemple de la chute de Dilma Rousseff au Brésil ou de la manipulation du Brexit au Royaume-Uni montre combien l'opinion publique peut être détournée par une propagande habile. Face à cette offensive invisible, la mobilisation populaire prend un sens nouveau. Les volontaires pour la défense de la patrie ne sont pas seulement des combattants, mais aussi les gardiens de la vérité sur le terrain. Quand chaque citoyen s'informe, s'engage et défend la réalité, il cesse d'être spectateur, il devient acteur de sa propre libération et bouclier contre l'infiltration. Cette démarche s'inspire de la tradition des griots qui, de génération en génération, transmettaient la mémoire et l'histoire, protégeant ainsi l'identité collective. L'union du peuple complique la tâche des conspirateurs. Plus la société est soudée, moins les failles sont exploitables. Les traîtres hésitent devant un peuple vigilant, difficile à diviser par la propagande ou la peur. Dans l'histoire récente, le Rwanda post-génocide a montré qu'un peuple unifié pouvait reconstruire malgré les tentatives de manipulation extérieure. Mais ce combat dépasse les frontières du Burkina Faso. La diaspora africaine, les alliés du panafricanisme, jouent un rôle clé. Vérifier, partager, refuser la propagande. Ces gestes simples deviennent des actes de résistance. Chacun, même loin, peut refuser d'être le relais des caricatures fabriquées à l'étranger. En relayant la voix des sans-voix, en traduisant les discours, en diffusant les analyses alternatives, la diaspora peut briser le monopole des narratifs officiels. Le risque est immense. Oublier les leçons du passé, c'est condamner la génération actuelle et celle à venir à retomber dans les mêmes pièges. Baisser la garde, minimiser la lutte pour la vérité, c'est laisser disparaître l'opportunité d'une souveraineté réelle. Combien de pays, de la Syrie à l'Irak, ont sombré parce que la guerre de l'information avait précédé la guerre des armes? Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas une simple crise nationale. C'est une bataille pour la dignité, la stabilité, l'avenir du Burkina Faso et du panafricanisme. La vigilance n'est plus un choix, mais un devoir vital. Refuser la désinformation, c'est refuser de redevenir esclave de l'histoire. C'est défendre le droit d'écrire soi-même son destin, comme l'ont fait autrefois les peuples insurgés d'Asie ou d'Amérique latine. Mais la question reste entière. Jusqu'où Traoré et son peuple peuvent-ils tenir face à la pression? Ce n'est qu'en dévoilant les véritables forces à l'œuvre que l'on peut espérer comprendre l'ampleur du défi. La réponse n'est pas simple, mais elle commence par un acte individuel. S'informer, douter, questionner, refuser la facilité des jugements tout faits. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui de toute l'Afrique, repose désormais sur votre discernement. À chaque époque charnière, ce sont les choix des citoyens, le courage des individus ordinaires, qui font basculer l'histoire. De la résistance française à la lutte anti-apartheid, ce sont les anonymes qui ont changé le cours des événements. Autour de vous, tout vacille. Les alliances s'effritent, les vieux masques tombent, et chaque information devient une arme plus coupante que la plus affûtée des lames. Le président Ibrahim Traoré est bien plus que la cible d'une offensive internationale. Il incarne un espoir que certains veulent étouffer à tout prix. Son crime. Revendiquer, sans faillir, la souveraineté d'un peuple
et la renaissance d'un continent. Il ose là où tant d'autres ont reculé, il parle là où d'autres se sont tus. Des forces tapies dans l'ombre, venues de Paris, de Washington, ou parfois de l'intérieur même du pays, s'acharnent chaque jour à éteindre cette étincelle. Mais la question n'est plus de savoir s'il tiendra, c'est de savoir si vous tiendrez. Rester passif, c'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place. C'est voir la justice, la souveraineté et le rêve d'une Afrique debout piétinée par ceux-là même qui, depuis des décennies, dictent notre destin. Le chaos informationnel que nous subissons n'est pas un hasard. Il a été tissé pour brouiller nos repères, semer le doute et faire de notre indifférence une complicité. Chaque article tronqué, chaque rumeur virale, chaque analyse biaisée a le même objectif: affaiblir notre lucidité, réduire notre voix au silence. C'est une guerre de l'ombre, une guerre des mots, dont l'enjeu est la mémoire collective. Pourtant, une vérité demeure. Aucune révolution ne se gagne seulement dans les palais. Tout commence dans l'esprit de chacun. Renoncer à s'informer, c'est choisir d'être manipulé. Partager sans vérifier, c'est offrir une victoire à la propagande des puissants. Fermer les yeux, c'est trahir l'espoir de ceux qui osent tout risquer pour une justice véritable. C'est oublier que chaque geste, chaque parole, chaque silence a un poids dans la balance de l'histoire. Vous êtes aujourd'hui face à un choix. S'informer, c'est résister. Prendre parti, c'est défendre la souveraineté, la stabilité, la richesse nationale et l'idéal panafricain. N'abandonnons pas l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique à la peur, à la fatigue ou au cynisme. Souvenez-vous du proverbe africain. Quand les lions se taisent, les chasseurs racontent l'histoire. Aujourd'hui, il est temps de rugir. Si la méfiance semble parfois être la seule arme face aux coups d'État invisibles, la lucidité reste notre force la plus précieuse. Refuser le silence, c'est refuser de devenir un pion sur l'échiquier des puissances croisées. C'est choisir d'être acteur, et non spectateur, du grand récit africain. Ce moment n'appartient ni aux puissants, ni aux conspirateurs, ni aux intérêts étrangers. Il vous revient. Défendez-le, car demain il sera peut-être trop tard pour regretter d'avoir été spectateur. Chaque jour qui passe est une page blanche. À vous de choisir comment elle sera écrite. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est l'épreuve ultime de notre capacité collective à discerner, à agir, à défendre la vérité, même lorsque tout est fait pour semer la confusion. Demandez-vous, dans ce tumulte, de quel côté de l'histoire choisirez-vous d'être? Car l'histoire